Le principal challenge, c'est de faire de la musique procédurale, c'est-à-dire de la musique qui évolue avec le joueur, avec les actions du joueur, et, et de quand même faire des chansons de pop chantées. Donc Woodkid, on te retrouve pour un gros projet. Tu as mis plusieurs années à faire aboutir. L'album va sortir donc le 13 juin, Ouais. quelques jours avant ce jeu qui est tant attendu dans la planète jeux vidéo. Comment tu te sens à quelques jours de cette sortie inédite et la sortie la plus attendue de l'année, on peut le dire? À quelques jours de la sortie, je suis relativement serein. Je suis très fier du jeu, le jeu est sublime. Moi, je fais confiance aux équipes de Kojima et à Hideo lui-même. Je suis très fier parce que c'est vraiment c'est un objet très particulier, très singulier, très artistique. Et je crois que le monde a besoin de ça en ce moment. Donc j'ai hâte que les gens le découvrent. Quel a été le principal défi pour toi? Tu connais l'univers des jeux vidéo, vous parlez un peu le même langage avec Kojima, et donc quel a été le principal défi pour ce travail-là de composition de musique pour ce jeu-là? Le principal challenge, c'est de faire de la musique procédurale, c'est-à-dire de la musique qui évolue avec le joueur, avec les actions du joueur, et de quand même faire des chansons de pop chantées. Parce que je chante dans les chansons. C'est une bande-son, mais elle est chantée. Donc c'est un challenge assez étonnant, parce qu'on doit déplier les chansons, presque comme un origami, et en faire une version de plusieurs heures parfois, qui ensuite va être condensée, reprogrammée par les programmeurs, par les actions du joueur. Et il faut que ça marche à chaque fois. Il faut qu'à chaque fois, ça crée une chanson qui est cohérente, une séquence harmonique qui est cohérente, une séquence percussive qui est cohérente. Donc c'est une approche complètement différente d'une bande-son de film ou même d'un album classique. C'est vraiment l'idée de presque pouvoir les chanter en live en fait, et de pouvoir s'adapter comme un DJ set presque avec le joueur. Et ça c'est un challenge. C'est pas facile, mais je suis content de ce qu'on a fait. C'est vraiment chouette. Ça veut dire qu'au tout départ, au total, tu as enregistré ou composé combien d'heures de musique, qu'on se représente un petit peu, parce que pour la plupart des gens, la musique procédurale, c'est un petit peu sombre. Donc on se dit, mais comment ça fonctionne et combien d'heures sont à disposition? Parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Alors déjà, il faut savoir que l'espérance de vie du jeu, c'est 50-60 heures. Donc pendant 50-60 heures, on va jouer, il y a de la musique. Il n'y a pas que ma musique dans le jeu. Mais je pense que j'ai bien dû… je ne l'ai pas compté pour être très honnête, parce que c'est tellement incontable, tellement il y a des éléments c'est pareil, mais il y a peut-être 20, 30, 40 heures de musique, qui sont résumées en fait à un album. On a condensé tout ça et on a fait le meilleur de ce qu'on a fait, mais en réalité c'est des heures et des heures et des heures de musique. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ta rencontre avec Kojima? Comment vous en êtes arrivé à collaborer? Quand est-ce que vous êtes rencontrés? Qui a fait le premier pas? Nous raconter un petit peu comment tout ça s'est créé, et puis combien de temps ça t'a pris de développer cette bande musicale? On s'est rencontrés en 2020 avec Hideo Kojima, avant la pandémie. Et on s'est rencontrés par une amie en commun qui s'appelle Cécile Caminade, qui s'occupe de l'image d'Hideo, de sa presse, etc., qui est une amie très proche. Et elle nous a présenté en étant quasiment sûre qu'il allait avoir une connexion, ce qui n'était pas complètement bête, parce qu'en fait, moi j'ai grandi avec les jeux d'Hideo Kojima. Donc en fait, évidemment, les jeux d'Hideo Kojima sont dans mon ADN et dans mes souvenirs et dans ce qui a construit aussi mon esthétique, je pense, d'une certaine manière. Donc, on a connecté très vite avec Hideo parce que je pense qu'on a des fantasmes communs. Il y a une noirceur en nous qui est cette noirceur un peu onirique, un peu fantasmagorique, parfois très mélancolique, qui nous unit. Et je pense qu'on s'est retrouvés autour de ça. Et je me rappelle, il regardait un moment, on regardait des films que j'ai réalisés. Et on regardait notamment
le clip d'I Love You avec les baleines, et lui, c'est un fantasme qu'il a amené par la suite dans l'esthétique de Death Stranding. Donc voilà, il y avait pas mal de gimmicks visuels qui nous unissaient, et on s'est rencontrés autour de ça. Et après, il a utilisé ma musique dans le premier, puis dans le deuxième, il m'a demandé carrément de composer. Et là, c'était parti, je suis parti au Japon, et on s'est plus quitté, quoi. Et alors justement, comment c'est de travailler avec Hideo Kojima au quotidien ? C'est très facile de travailler avec Hideo Kojima. C'est un vrai artiste, donc le langage qu'on parle, c'est du langage d'artiste, d'émotions, de sensations, d'idées, de construction. C'est très impressionniste dans l'idée où c'est très impressionniste dans le sens où on a des morceaux de percussion, de beats, des textures, des fois des petits essais de voix que je peux faire. Lui, il a des scènes, des personnages en tête qui me décrit. Et on construit tout ça un petit peu en ping-pong, en fait. Parfois, je sais que certains morceaux que j'ai faits lui ont inspiré des cutscenes, et inversement. Voilà, je me suis inspiré des personnages, je me suis inspiré du travail des game designers, de Yoji Shinkawa, vraiment de toute la sphère esthétique qui existe autour du jeu, sachant que j'arrivais avec une chance, c'est que je connais déjà l'univers du premier. Donc en fait, je sais déjà dans quel monde m'immiscer, en fait. Donc c'était déjà plus facile que de partir de zéro. Et tu l'as un petit peu évoqué à travers la musique procédurale. Composer la musique pour un jeu vidéo, c'est un peu différent que pour un film. Il y a la partie composition de la musique, mais aussi l'application aux mécaniques de jeu. Ouais. Comment la musique soutient une expérience d'un jeu comme Death Stranding, où voilà, c'est beaucoup de moments de contemplation, beaucoup de moments d'un personnage seul dans des univers désolés. Comment la musique joue un rôle dans le jeu et comment elle porte le jeu ? Comment vous l'avez réfléchi ? Je n'ai pas forcément réfléchi la musique complètement à l'image, puisque c'est Hideo qui a beaucoup retravaillé ses cutscenes et qui a appliqué la musique, qui a monté dessus, ou les programmeurs qui ont démembré ma musique et qui l'ont recomposée autour des scènes d'action. Donc contrairement à un film, j'ai fait finalement assez peu de musique à l'image. J'ai fait plus une musique thématique de fond, j'ai essayé de créer un sentiment qui marchait avec telle ou telle scène ou tel personnage ou tel moment clé ou tel moment clé de l'histoire. Et après, c'est Hideo qui lui a vraiment façonné son storytelling autour de ça. Donc c'est presque une question qu'il faudrait poser à Hideo Kojima, c'est comment est-ce qu'avec ma musique il a créé son histoire, ouais. Et Woodkid, vous êtes, j'ai l'impression, un architecte de la musique. On ne vous voit pas forcément, bien sûr vous avez 2 albums studio, donc ça c'est très intéressant, mais on vous connaît surtout aussi pour tout le reste. Arcane, Death Stranding, votre lien à l'image, mais à l'image aussi sur des chemins détournés comme le jeu vidéo. Ouais. Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans le fait de mixer ces univers artistiques-là ? Je suis passionné d'apprentissage, j'aime apprendre des collaborations avec... j'aime apprendre des gens avec qui je travaille, j'aime apprendre de l'incertitude que j'ai parfois quand je rentre dans des domaines que je ne connais pas. Donc je suis toujours en recherche d'inattendu j'aime bien être en dehors de ma zone de confort. C'est pour ça que je vais beaucoup vers des gens ou des industries ou des univers qui ne me ressemblent pas toujours. Parce que ça me permet de me mettre en danger, donc de me surprendre moi-même avec la musique que je fais. Et puis j'aime bien être dans l'ombre aussi, j'aime bien, sur ce côté architecte, j'aime bien être dans l'ombre. Je suis pas une star, moi je crois aux œuvres plus qu'aux artistes, donc je préfère me concentrer sur les objets que je fabrique que sur forcément constamment ma carrière de musicien où je dois constamment être en train de parler de moi et de ma propre personne. J'aime bien ce côté collaboratif parce que l'attention se détache de moi, mais souvent des créateurs avec qui je travaille, mais par contre je peux parler de musique derrière. Ça me plaît. Est-ce que finalement, après le succès retentissant de Golden Age, qui date de 2013 déjà, faire d'autres projets comme ça vous a permis d'associer la musique avec votre caractère, le fait d'être un peu plus caché tout en créant, parce que il y a eu un tel retentissement de l'album, pour le coup vous étiez en pleine lumière, pour le coup vous étiez une star à ce moment-là.
Je ne suis pas sûr que j'étais une star à l'époque de Golden Age. J'ai jamais été, j'ai toujours allé j'ai toujours fait mes courses, et je suis toujours allé dans la rue, on m'a jamais vraiment reconnu dans la rue ou tout ça. Et ça me va très très bien comme ça. C'est un choix très personnel de rester relativement discret, de m'exprimer quand il faut s'exprimer pour défendre les projets que je construis. Mais la vraie liberté pour moi, c'est d'être libre de faire les œuvres que l'on fait, mais d'être aussi libre d'avoir une vie intime, personnelle, privée, absolument banale. Et moi, j'aime bien ça. Ça me plaît. J'aime bien l'idée qu'une carrière n'est pas forcément la célébrité. J'ai lu que pour vos compositions, pour Death Stranding, vous avez notamment travaillé avec Yvan Cassar, qui fait un pont parfait, puisqu'il est incontournable dans la carrière de Mylène Farmer, comme réalisateur de spectacles, comme bien sûr l'immense pianiste qu'il est. Justement, ça vous fait sourire, ça, de vous dire, on se retrouve quelque part, on travaille tous ensemble, il y a une sorte de cercle, en tout cas de lien. On a beaucoup parlé de votre projet avec Mylène Farmer pour l'Emprise. Voilà, il y avait un clin d'œil où ça s'est fait naturellement et vous vous êtes retrouvés un peu par hasard sur le projet, ou comment ça s'est fait ? Moi, j'aime bien tisser des liens entre les gens. Alors, c'est vrai, quand je travaille avec Mylène Farmer, je travaille avec Yvan Cassar, on s'est rencontrés comme ça. C'est vraiment un pianiste vraiment extraordinaire. C'est vraiment quelqu'un qui a un talent fou. Moi, qui m'a scotché plusieurs fois en studio sur la qualité de ses interprétations. Et mon approche de mon travail avec Mylène, il est très affectif et très intime, mais c'est aussi une chance parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui je peux m'exprimer pleinement pour ce que je suis, pour ma mélancolie, pour ma noirceur, pour l'étrangeté de ma musique. Et j'ai la même chose avec Hideo. Donc en fait, il était pour moi même quasiment amusant de les faire se rencontrer, ce qui a été le cas en studio. J'aime bien bâtir un peu des ponts des fois entre les gens que j'aime et les gens que j'admire. Et voilà, donc il y a beaucoup de similarités à plein de niveaux entre Mylène et Hideo Kojima. Vous avez donc participé à la bande originale de Death Stranding 2. Il y a finalement très peu d'artistes grand public qui aujourd'hui œuvrent dans le jeu vidéo. Vous êtes même un des rares, un des seuls. Comment vous expliquez ça ? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le jeu vidéo est encore un art, un divertissement qui n'est pas suffisamment considéré par des artistes grand public ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Je pense que l'industrie du jeu vidéo a été snobée pendant très très longtemps par les milieux artistiques, on va dire un peu élitistes. Ça change énormément. C'est assez ironique et marrant à voir d'ailleurs, l'attrait que la mode ou que la musique peut avoir pour le jeu vidéo aujourd'hui, maintenant que c'est une industrie plus que valable et plus que rentable et plus que impactante culturellement. Mais je pense que ça reste pour moi une industrie qui demande un investissement intime et personnel de temps, de savoir, de culture, et je pense que ça reste une industrie qui reste complexe à aborder. Et je pense que ça fait encore peur à beaucoup de gens. Et quelque part, je suis assez heureux de ça, parce que moi, l'industrie du jeu vidéo, enfin le jeu vidéo, pour ma part, le jeu vidéo quand j'étais jeune, c'était vraiment une échappatoire à plein de choses, à mon quotidien, à l'école. Je rentrais, le jeu vidéo était mon rêve, ou en tout cas ce qui a construit mon imaginaire. Et donc j'ai toujours aimé que ça reste quelque chose d'assez personnel et intime. Et je suis assez fier aujourd'hui d'être aussi bien un artiste musical, on va dire mainstream, et en même temps de pouvoir intégrer dans mon travail la culture du jeu vidéo avec laquelle j'ai grandi. Et j'aime bien que ce soit quelque chose d'un tout petit peu spécial, que ce soit quelque chose d'un peu unique. Et c'est vrai que je vois le jeu vidéo devenir de plus en plus démocratique. Une part de moi est extrêmement heureuse de ça, et une part de moi me dit « Oh non, laissez-nous ça, laissez ça aux geeks. » Comme ça, au moins, on pourra au moins avoir on pourra toujours comment le dire, on pourra toujours se l'approprier et se dire que c'est notre culture et c'est ce pourquoi on s'est fait bâcher toute notre vie et devient notre force aujourd'hui, quoi. Vous
parlait de votre jeunesse à jouer aux jeux vidéo. Il y a une des légendes de l'industrie du jeu vidéo qui s'appelle donc Hideo Kojima, avec qui vous travaillez aujourd'hui, mais qui déjà il y a 30 ans faisait des jeux. Ouais. Est-ce que vous-même vous jouiez aux jeux de Hideo Kojima quand vous étiez plus jeune? Est-ce que ça vous a inspiré pour votre musique plus tard? Est-ce que d'autres jeux vous ont inspiré aussi dans votre travail d'artiste? Le travail d'Hideo Kojima, il est assez fondateur pour moi. J'ai commencé avec Metal Gear Solid, je pense, un des premiers jeux que j'ai eu quand j'ai eu la PlayStation, un peu tardivement. Ouais, Metal Gear, c'est sûr que c'est un fondateur de mon œil et de mes oreilles, parce que je me rappelle avoir eu un choc la première fois que j'y ai joué. C'était vraiment quand on arrive, je crois qu'on sort de l'eau au début, où il y a quelque chose comme ça, et on démarre sur une première phase d'infiltration, et d'un coup la caméra devient extrêmement cinématique dans ses cadrages, et les crédits s'affichent en même temps qu'on joue, ce qui pour moi était un choc visuel, où j'avais l'impression d'un coup, j'ai des petits frissons même d'ailleurs en y pensant. Et je me suis dit, c'est incroyable, je suis dans un film. Je suis le jeu vidéo qui pour moi était Mario Bros, qui était Mario Kart jusque-là, est devenu subitement un espèce d'immersion visuelle. Donc c'est forcément des étapes clés pour moi dans la construction de mon univers artistique. Ouais. Et vous avez dit tout à l'heure, je ne cite pas vos mots exactement, mais qu'on avait besoin aussi du jeu vidéo et de la musique dans le jeu vidéo. Est-ce que c'est un espace de liberté, comme vous venez de le dire? Est-ce que c'est autre chose dans notre époque actuelle, qui est quand même de plus en plus tendue, faut le dire? Pourquoi, à votre avis, le jeu vidéo est essentiel et l'art que vous créez de manière générale? Pour moi, le jeu vidéo, il est essentiel dans le sens où il est massif en termes industriels. Il y a énormément de gens qui y jouent. Death Stranding 1, on se parle de 20 millions de joueurs, donc c'est pas rien en termes de portée, de responsabilité qu'une industrie a aussi dans ses messages politiques, dans ses messages, on va dire, éducatifs, ou parce que c'est aussi une industrie qui touche la jeunesse. Donc en ça, c'est formidable, et je pense que c'est pour ça que c'est important, parce qu'aujourd'hui, on voit des artistes de mon âge qui commencent à avoir des grandes positions dans des grands pôles artistiques, je pense à la mode, je pense au cinéma, qui commencent sérieusement à référencer le jeu vidéo comme étant des fondateurs culturels de qui ils sont. Et voilà, il y a 20 ans, ça aurait été inimaginable de voir la mode s'associer à une marque de jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on voit. On voit Burberry avec Minecraft, on voit des associations se faire, on voit Nicolas Ghesquer avec Final Fantasy. Il y a des ponts qui se créent, et il n'y a plus le même snobisme autour de ça aujourd'hui. Donc en ça, je pense que ça y est, le jeu vidéo a pénétré la culture populaire. On le voit sur les remakes de films aujourd'hui, ou en tout cas les adaptations cinéma qui deviennent maintenant, qui ne sont plus des flops et qui deviennent des franchises et des succès à part entière au box-office. Donc voilà, moi je me réjouis de ça, et en même temps, voilà, d'un autre côté, j'aurais envie de le garder que pour moi et que pour ma communauté. Une question en guise de précision sur l'album, parce que pour le coup, vous avez dû restreindre et garder et faire des choix pour que ça tienne sur un format album. Je crois qu'il y a 16 tracks, ouais. Donc c'est déjà énorme. Ouais. Vous-même, vous chantez sur quelques-unes de ces chansons. Est-ce que vous aimez toujours autant chanter, ou est-ce que vous considérez désormais davantage comme un compositeur? Chanter, c'est le moyen le plus intime et direct que j'ai trouvé pour exprimer mes émotions. J'ai rien trouvé de plus immédiat. Donc je chanterai toujours. Ma voix, ça fait partie de moi. C'est un plaisir immense, surtout de le faire sur scène. Après, c'est quelque chose de très demandant de chanter, et très intimidant, et je suis quelqu'un qui manque aussi beaucoup de confiance en moi à plein de niveaux. Donc j'ai parfois aussi beaucoup d'amertume face aux limitations de ma voix, que j'essaye toujours de provoquer et de dépasser. Mais voilà, je le fais quand je sens que c'est important de le faire. Là, sur cette bande-son, je sentais que c'était important de le faire parce qu'il fallait que j'incarne ces chansons. J'avais envie de raconter cette histoire avec Hideo.
J'avais envie que ma voix soit aussi un véhicule d'émotion sur cet album. Surtout que ma voix, elle intervient d'une manière très, pour moi, intime. Il y a quand même 2-3 chansons qui sont très intimes sur cet album, où j'ai essayé d'y injecter des sentiments très personnels, et pour que ça résonne avec l'histoire du jeu. Et pour moi, c'était important de le faire. Je pense à une chanson comme Any Love of Any Kind, qui pour moi résonne à plein de niveaux avec l'actualité. Et Hideo est quelqu'un de très politique aussi. C'est quelqu'un qui a besoin de dire des choses avec ses jeux. C'est pas quelqu'un de vain. C'est pas quelqu'un qui fait des compromis. Donc quand il a quelque chose à dire sur l'Amérique, quand il a quelque chose à dire sur l'importance de la connexion, mais quelle connexion et de quelle manière, qui sont quand même des thèmes centraux de ce jeu-là, il le fait. Donc j'avais besoin de le faire aussi, et pour ça, il faut se mettre un peu en danger. Donc voilà, je me suis dit, je vais chanter sur cet album. Ouais, il y a quand même un élément que je voulais aborder avec vous, c'est aujourd'hui, vous, en tant que Français, vous travaillez avec Hideo Kojima sur un des plus gros jeux japonais de ces dernières années. On a vu une certaine émulsion autour du jeu vidéo en France avec la sortie de Expédition 33 il y a quelques semaines. Il y a quelques mois, c'était un Français, Nicolas Doucet, qui recevait le jeu de l'année au Game Awards, alors, tel d'un studio japonais, mais voilà. Ouais. Est-ce que vous éprouvez une certaine fierté en tant que Français de contribuer aussi à cette industrie qui est quand même souvent dominée par des géants américains, anglo-saxons, on va dire, ou japonais? Ouais. Est-ce que vous avez une certaine fierté aussi de contribuer à cette industrie? Je suis extrêmement fier d'être français dans cette industrie-là, surtout qu'on voit que c'est une industrie où les grands behemoths sont en train de s'effondrer, où on voit quand même une célébration des indés. On voit la France surexister dans ces industries créatives. Je pense à Arcane, par exemple, avec Fortiche, dont j'ai eu la chance de faire une partie de la bande originale. Je pense à tous mes amis qui travaillent dans les studios. J'ai commencé avec Ubisoft, avec Iron et Assassin's Creed, donc on n'a pas du tout à rougir. Donc c'est presque même, j'aurais presque honte de dire que je suis français, parce qu'à un moment on va nous dire « Ah, encore des Français, là, vous êtes partout, vous êtes trop forts ». Donc ouais, non, je suis très très fier, je suis très fier. Une question bonus moi aussi j'avais une question. Moi j'ai juste une petite question sur l'intelligence artificielle. Ouais. En tant qu'artiste, en tant que créateur, comment vous le percevez? Est-ce que vous voyez ça comme une menace? Alors moi je veux bien parler d'IA, mais on part pour 1 heure. C'est-à-dire que c'est soit... Parce que déjà il y a 2 choses. Sur l'IA, je change d'avis toutes les 2 semaines. Donc déjà ça va être compliqué. Et en plus, si on en parle, on ne peut pas en parler. Je ne peux pas vous dire je suis pour ou je suis contre. C'est débile, le débat est passé complètement ailleurs. Donc je ne suis pas sûr que ce soit l'endroit pour aborder ça, mais je viens de le faire dans un truc pour Combini, où j'essaye d'en parler un peu longuement, mais encore une fois, je change d'avis toutes les 2 semaines là-dessus, parce que de toute façon, ça change toutes les 2 semaines. Donc j'ai du mal à m'exprimer, parce que je suis ni pour ni contre, je suis et pour et absolument contre. À plein de niveaux, ça me terrifie, mais je peux me lever un matin en ayant littéralement des crises de panique sur le sujet de l'AI, sur l'avenir de mon travail, sur tout ça, et des moments où je suis en surexcitation des portes que ça ouvre. Donc je suis juste victime, comme beaucoup d'artistes, de l'énorme dissonance cognitive que ça crée chez nous. Je ne suis pas théoricien de l'AI, j'essaye de me rencarder au maximum, j'utilise les outils, je les essaye. Ils me rebutent, j'en ai marre, je suis excité, je n'en peux plus, arrêtez de nous parler de ça, parlons-en, c'est génial, c'est le futur. Voilà ce que je peux vous dire, c'est le bordel dans ma tête, je n'en peux plus et en même temps je suis en transe totale. Donc voilà, la seule chose que je ne veux pas, c'est que mes potes perdent leur job, c'est juste ça. Après, voilà, faut avancer quoi. Voilà. Bah, c'est bon finalement. On va s'arrêter sur ce joyeux bazar. Vous êtes sur 2 domaines. Ouais, bah de toute façon moi j'aime avoir le cul entre 2 chaises et qu'on puisse pas me mettre. J'adore qu'on ne puisse pas me mettre dans une case. Hein, ah bah là,